France Inter. Citoyens et citoyennes, camarades, compagnons, travailleuses, travailleurs, françaises, français. Et tous les autres, suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes, mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur histoire, leur signification et leurs évolutions. En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Aujourd'hui, le déclinisme ou le mythe du « c'était mieux avant ». Je souffre avec mes tripes, avec mon cœur, de voir la France mourir. La langue française, je ne sais pas si elle meurt, mais ses transformations actuelles sont très inquiétantes. Un vocabulaire qui se réduit, une syntaxe qui s'effondre, les anglicismes remplacent de plus en plus les mots français. Depuis mai 68, il y a un effondrement de toute autorité. Il n'y a plus de père, il n'y a plus de prof, il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de surmoi, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de vertu, il n'y a plus de valeur. On peut faire ça. Le déclinisme pour commencer l'année, vous vous dites sans doute que ce n'est pas une très bonne idée, pas très positive attitude, pour parler comme Jean-Pierre Raffarin. En matière de bonne résolution, l'état d'esprit c'était mieux avant, ce n'est pas idéal, sauf que justement, nous allons plutôt dézinguer le concept, la plainte permanente, la trouille pour boussole, ou la déploration comme carburant politique, enquête de politique sur le déclinisme. On était moins revendicatifs, on était là, on est tout le temps en train de regarder les autres. Lui, c'est plus la même chose que vous alliez à la messe, que vous alliez sur les trottoirs, que vous alliez partout. On n'a plus l'impression d'être dans notre pays. Le respect des gens, moins de violence. Avant, il y avait moins de violence ? Moins de violence, ils sont tout de suite hargneux, il n'y a rien qui va. Bon. Il y a quand même eu les guerres en termes de violence. La guerre, c'était la guerre. Est-ce que c'était mieux comme violence ? C'était organisé. Que les gens commencent à travailler vers 30 piges, ça fait quand même sourire. Alors, il faudrait qu'ils commencent à travailler à quel âge ? Mon père avait commencé à 12 ans. Nous, c'est 14. Bon, c'est vrai, le micro-trottoir de la Mimerie, ça a une valeur scientifique toute relative, mais vous avez certainement déjà entendu et peut-être même prononcé ce genre de propos. Rien ne va plus, c'était mieux avant, tout fout le camp, le déclinisme serait à la mode. Non, en réalité, il l'a toujours été. Il y a toujours eu une partie de la population, surtout au sein des élites intellectuelles, artistiques et politiques, souvent vieillissantes, une partie de la population qui regrette le passé et qui, regardant le présent avec ses lunettes sépia, le trouve affligeant ou effrayant. Demandez à un décliniste quelle est l'époque qu'il regrette le plus, quelle est la période dont il a la nostalgie et au cours de laquelle il estime que le pays et le monde allaient mieux. Il vous donnera des dates qui correspondent généralement à sa jeunesse. En ce moment, vous remarquerez que les 30 Glorieuses fournissent un stock de nostalgie infini à toute une génération et mai 68, pour les plus anciens déclinistes, est présenté comme le début de la décadence, de la perte d'autorité. D'autres, moins vieux, diront que c'est l'apparition d'Internet puis des réseaux sociaux qui marquent le début de la fin de l'âge d'or, à tel point que l'on peut aisément se demander si ce n'est pas plutôt leur enfance, quand tout paraissait plus grand, ou leur jeunesse, quand tout paraissait possible, que les déclinistes regrettent. Mais bon, enquête de politique, ce n'est pas une émission de psychologie, alors voyons le côté politique de la chose. Quand les grands schémas globaux d'explication du monde sont tombés avec le mur de Berlin, quand il devient compliqué de dessiner un horizon futur souhaitable, crise climatique oblige, il y a une valeur refuge, un discours audible et sensible, la nostalgie. Mais si la nostalgie est un sentiment noble et doux qui a permis les plus belles pages de la littérature ou de la poésie, en politique, elle est corrosive. En dénigrant le présent, en dépeignant les périodes passées, celles où la femme était l'inégale de l'homme, où les colonies hiérarchisaient le genre humain, où la production et la consommation négligeaient l'environnement, où la moitié de la planète mourait de faim, où l'espérance de vie d'un ouvrier n'excédait que de peu d'années l'âge de sa retraite, où l'homosexualité était criminalisée, où la route faisait 10 000 morts par an, les déclinistes font œuvre de mémoire sélective. Pour sonder l'âme,
au mieux mélancolique, au pire acariâtre des déclinistes, j'ai interrogé 2 universitaires qui se sont penchés sur la question. On peut les qualifier de déclinologues. L'historien Johan Chapoutot, qui devient un habitué d'enquête de politique, et on en est ravi. Et d'abord, Cécile Alduy, professeure de littérature française à l'université de Stanford et chercheuse associée à Sciences Po. J'ai profité de l'un de ses passages en France pour la rencontrer tout près de Sciences Po, à Paris. Le déclinisme a toujours existé. Il est manifeste depuis la Révolution, c'est le réflexe de ceux qui n'acceptent pas le bouleversement de l'ordre ancien, mais la forme moderne du déclinisme en France date du lendemain de la défaite de Sedan en 1870. Cécile Alduy est aussi l'autrice de La langue de Zemmour, au Seuil. À la fin du 19e siècle, surtout après la défaite de 1870, il y a eu aussi un courant décliniste, mais qui parlait carrément de décadence, donc avec une connotation morale. Donc cette idée d'un déclin de la France, elle est très ancienne, donc on peut se dire qu'avec un tout petit peu de rationalité, si on a décliné depuis 2 siècles, on devrait être en dessous des pâquerettes. Donc je crois qu'en fait c'est plutôt une réaction au changement, le déclinisme. C'est-à-dire qu'il y a des accélérations sociétales, économiques, à certaines périodes historiques, des défaites militaires pour 1870, et ces basculements provoquent une sorte de panique, de mouvement de réaction, à la fois au sens politique et au sens psychologique, et elles sont formulées avec tout un champ sémantique de la catastrophe. C'est la mort de la France. Il y a même un côté millénariste, presque. C'est vraiment la fin du monde qui arrive si on ne fait rien. Alors il y a 2 côtés en fait. Il y a une dramatisation de la situation à des fins politiques, selon les auteurs, en disant si on dépeint un tableau absolument catastrophique de la France, choisissez-moi pour redresser la barre. Et redresser la barre en général, ça veut dire revenir en arrière, à avant la décadence. Donc c'est un mouvement réactionnaire, souvent autoritaire, qui est demandé comme sursaut face à ce déclin. Je crois qu'il y a une enquête de la Fondation Jean Jaurès où presque 82% des Français pensaient que la France était en déclin. Je sais pas très bien ce que ça veut dire en déclin, par rapport à quand, par rapport à qui, mais il y a un sentiment de lâcher, pas de lâcher prise, mais justement avec que la France n'est plus la grandeur rêvée dont on affuble quand on l'imagine dans les années 50 ou sous Napoléon, sous le XIV. Chacun a ses références historiques différentes. Les causes du déclin sont toujours dues à un laisser-aller, un relâchement général. Oui, alors chacun a sa tête de turc qui va être la cause principale du déclin. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait cette idée d'un déclin de la France, d'une décadence. Charles Maurras en parle, etc. Et c'était la Révolution française qui avait été la grande cassure, qui avait abîmé la grandeur française en empêchant que les dynasties continuent de nous faire régner sur le monde. Après la Deuxième Guerre mondiale, 30 Glorieuses, on n'est pas dans la période de déclinisme, mais c'est mai 68 qui est accusé de tous les maux, avec vraiment cette idée de décadence morale. Depuis mai 68, il y a un effondrement de toute autorité. Michel Onfray, en novembre dernier sur RMC. Il n'y a plus de pères, il n'y a plus de profs, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de surmoi, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de vertu, il n'y a plus de valeur. On peut faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Parce que le déclinisme, c'est un état d'esprit, c'est peut-être même une névrose, ou c'est une stratégie? Alors je pense que ça dépend qui parle ou qui écrit. Des écrivains comme Houellebecq, je pense que c'est peut-être une névrose, effectivement, mais c'est un point de vue personnel. Michel Houellebecq, face à ces phénomènes que vous décrivez, il n'y a personne dans votre livre pour incarner les idées des Lumières, celles de la Révolution, les valeurs qui fondent la République. Non, c'est vrai. Michel Houellebecq, invité de la matinale de France Inter avec Patrick Cohen en 2015. C'est vrai. Ils ont disparu ? Ils sont en voie de disparition quand même, oui, plus ou moins. Au fond, ce que vous racontez, ce que vous imaginez dans ce roman, c'est la mort de la République. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez, Michel Houellebecq ? Je ne sais pas ce que je souhaite. Je peux m'adapter à différents régimes. Arrivé à un certain point, je voterai plus. Enfin, je vote plus, quoi. Pas question. Nous sommes toujours avec Cécile Alduy. Des hommes politiques comme Zemmour, qui a quand même fait un livre qui s'appelle Le suicide français, pour justement dire la France est en train de mourir, ou même Marine Le Pen et son père auparavant. Ça, c'est une stratégie rhétorique qui consiste à utiliser le pathos, les émotions, faire peur, pour susciter une réaction qui va dire
sauf qui peut. Comment se sauver de cet avenir néfaste qui nous est prédit? Eh bien, en général, dans le même discours, il y a une solution qui est proposée, c'est voter pour moi. Boulanger, c'était ça. Jean-Marie Le Pen, ses discours, c'est ça. Marine Le Pen, Zemmour. C'est pour ça qu'il faut noircir la situation, en fait, aussi. Si vous lisez un livre de Zemmour, moi, je me rappellerai toujours, quand j'ai commencé à lire son livre de 2022, première page, c'est tellement glaçant, j'avais envie de me calfeutrer chez moi et d'acheter des armes à feu pour me défendre. Parce que c'est une description tellement apocalyptique qu'on a l'impression qu'il faut un flic au coin de la rue partout pour pouvoir être en sécurité. Oui, on se souvient de son clip qui était assez catastrophiste. En fait, c'est fondamentalement nostalgique aussi, le déclinisme. C'était mieux avant, tout simplement. Même sur Paris ou sur l'écologie, on entend des voix qui expliquent que c'était mieux avant, alors que quand on regarde des photos d'avant, le parvis de Notre-Dame était un parking, par exemple. C'est pour ça qu'il y a certainement quelque chose d'un petit peu de générationnel. C'est pas ceux qui ont 18-20 ans qui sont déclinistes en général. En fait, vous voulez nous dire que quand on dit c'était mieux avant, on dit ma jeunesse c'était mieux avant. Tout à fait. Tout le monde pense que c'était mieux avant une fois passé un certain âge. Tout simplement parce que c'est cette nostalgie de la jeunesse, d'une période où on était en phase avec le temps, puisque c'était notre temps. Donc c'est pour ça que c'est un ressort psychologique vraiment très efficace. Parce que tout le monde à un moment donné va se dire c'était mieux avant dans sa vie personnelle et peut le projeter sur la société pour se conforter dans le fait qu'il n'est pas tout seul. En fait, c'est extérieurement à lui-même que les choses se sont dégradées et pas simplement personnellement que, voilà, le temps passe. France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand. On regrette sa jeunesse et le monde qui allait avec. Vous avez remarqué qu'on parlait déjà des quais de Seine, mais pour regretter qu'ils étaient envahis par les voitures. Les déclinistes d'aujourd'hui regrettent qu'on ne puisse plus y circuler en voiture. Mouloudji, tout fout le camp en 1972. À Metz, depuis octobre dernier, il y a eu plus de 2500 vols de véhicules, plus de 200 agressions, plus de 3000 enquêtes. Les accidents de la route des 7 premiers mois de cette année ont été beaucoup plus meurtriers que ceux des 7 premiers mois de 1975. La Seine, chaque jour, rejette une quantité de pollution équivalente à celle déversée par une ville de 9 millions d'habitants. Et le Rhône, à lui seul, charrie quotidiennement 20 tonnes d'hydrocarbures à la mer. Une toast-peuse qui se fait violer n'a que ce qu'elle mérite. C'est la conclusion que l'on tire d'une récente décision de la Cour d'appel de Colmar qui réduisit de moitié la peine de prison d'un automobiliste violeur. On peut aussi s'interroger comment les Français ressentent-ils directement cette violence, se sentent-ils tous personnellement concernés? Je crois que ce n'est pas le cas. La France de 1978 ne ressemble pas en effet à la France du Moyen-Âge et statistiquement la criminalité est moins importante aujourd'hui qu'il y a un siècle seulement. Seulement voilà, il y a un siècle, on ne savait pas qu'un crime ou qu'un vol avait été commis à quelques kilomètres. Aujourd'hui, tout le monde le sait et c'est alors la peur qui s'installe. Quelques exemples de décennies lointaines où tout n'était pas rose, bien sûr, et cette conclusion du journaliste d'Antenne 2, Patrick Lecoq, en 1978, les mêmes arguments que nous utilisons aujourd'hui pour tenter d'expliquer pourquoi, malgré une baisse réelle de la violence, on a toujours l'impression que cette violence augmente. Ces mêmes arguments que nous adossons à l'apparition d'Internet étaient présentés en 1978, plus de 20 ans avant les réseaux sociaux. Le déclinisme est un discours qui réclame de la verticalité et donc des repères. Et dans un monde très compliqué où on peut voir instantanément tout ce qui se passe, où l'actualité défile, on scrolle sur nos portables, l'actualité défile devant nous, c'est assez anxiogène. Peut-être que le déclinisme décrit un monde rassurant. Oui, il y a un sentiment de perte de sens. Cécile Alduy. De perte de repères, que tout se vaut, on va entendre ça, qu'il y a plus de valeur, il y a plus de hiérarchie, il y a plus d'autorité. Les experts sont au même niveau que celui qui poste son tweet sur Internet. Donc il y a Ça, c'est pas faux. C'est pas toujours faux, mais c'est pas toujours vrai non plus. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'aplanissement de tout. Et donc, cette idée que, où se repérer, pour à la fois se guider et, combattre ce sentiment que il n'y a pas de direction qui soit choisie, qui soit voulue, à la fois au niveau de la nation, du pays, mais aussi des choix individuels pour le travail, etc. Donc je pense que
Il y a fondamentalement l'idée d'une perte de sens derrière le déclinisme, ou de ce risque en tout cas. Il y avait des structures de la pensée, des courants, des repères moraux, et soudain tout se vaut. Un des thèmes chéris des déclinistes, c'est l'éducation. Oui, alors l'éducation, ça c'est très très intéressant parce que au bout d'un certain temps, on se dit que si le niveau a baissé depuis tant d'années, là encore, le niveau doit être en dessous de 0. Il y a énormément de fantasmes et de projections. Par exemple, quand on entend que l'histoire n'est plus enseignée chronologiquement, pour avoir des enfants qui sont à l'école, bien sûr qu'elle est enseignée chronologiquement. Donc il y a une sorte d'instrumentalisation aussi de problèmes réels. On constate qu'en maths, les enfants français sont pas très bons par rapport à d'autres. Il y a toujours ce problème de par rapport à quoi, par rapport à qui, par rapport à quand on compare. S'il y a un déclin, est-ce qu'on compare par rapport aux Français d'il y a 40 ans, donc les Français de 40 ans, ou par rapport à Singapour en maths, ou la Finlande pour l'éducation? Et c'est le vague en fait des points de comparaison qui sape un peu la validité du discours décliniste. Parce qu'à chaque fois, en fait, on va changer les repères pour pouvoir continuer d'avoir le même discours, que tout se perd. Non, mais c'est-à-dire que les déclinistes, s'agissant de l'éducation, disent les gamins de 15 ans ne connaissent plus de fables de La Fontaine. Nous, on en connaissait 5 ou 6, nos pères une dizaine. Et en même temps, ils parlent anglais ou ils connaissent beaucoup d'autres choses, mais ils ne voient qu'un aspect des choses, en fait. Alors ça, c'est vraiment fondamental dans le discours décliniste, c'est de ne peindre qu'une partie de la situation. C'est comme si c'était un tableau avec que les ombres et aucune chose qui soit dans la lumière. Et typiquement, par exemple, pour l'éducation, on ne se rend pas compte que maintenant les enfants apprennent l'informatique à l'école à partir de la 6e, qu'ils ont une connaissance de la vie sociale très développée. Et donc, on n'ajuste jamais les critères de référence avec l'époque. Donc, bien sûr, par rapport aux générations qui apprenaient le grec et le latin, les jeunes d'aujourd'hui n'apprennent pas le grec et le latin dans les mêmes proportions. Est-ce si grave? Je ne suis pas sûre. Surtout que le monde d'aujourd'hui requiert moins le grec et le latin que l'informatique, les maths, l'anglais, etc. Mais l'idée, c'est pas, faut revenir en arrière. L'idée, c'est de s'interroger sur qu'est-ce qui marche pas aujourd'hui. Et qu'est-ce qui marche pas aujourd'hui, c'est comme ce qui marchait pas il y a 15, il y a 20 ans, c'est que les filières sélectionnent, que il y a énormément de reproduction sociale, de déterminismes sociaux, etc. Et qu'il y a une inégalité spatiale qui s'accroît aussi. Exactement, des inégalités de revenus, de patrimoine, etc. Donc en fait, l'explication du problème de cette école qui rame à réduire les inégalités ne remet pas en cause la position de la France sur ce plan fondamentalement comme si elle était elle-même en déclin, mais plutôt redonne du grain à moudre finalement pour des gens qui gardent les mêmes idéaux et qui constatent en fait les mêmes travers qui conduisent à ces inégalités. Le déclinisme sur l'éducation à droite, c'est beaucoup plus moral aussi. C'est l'autorité du maître qui décline, c'est la violence à l'école, même la langue que parlent les jeunes, et tout le côté vestimentaire. Enfin, c'est vraiment... C'est les Beatles avec les cheveux longs dans les années 60. Enfin, c'est un peu le même discours que la jeunesse déchoit par rapport aux aspirations, aux modèles de vie, d'éducation d'une autre génération. Même les petits bals de nos campagnes, c'était mieux avant. Souvenez-vous, à la fin 2023, il y a un peu plus d'un mois, CNews et les médias bollorisés faisaient leur chou gras, récupérant la mort du jeune Thomas à la fin d'un bal dans le village de Crépol, dans la Drôme. Un jeune de la cité voisine, le quartier de la Monnaie, est l'assassin présumé. La preuve d'un ensauvagement de la société, la preuve d'un début de guerre civile. Mais les bals tragiques, ça a toujours existé. Et même, il y en avait beaucoup plus avant. Bals tragiques était d'ailleurs l'un des titres poncifs de la presse française. Écoutez cette archive qui date de 1974. Vous écoutez France Inter, il est 22h. Chez nous, encore un petit bal du samedi soir qui s'est mal terminé à Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne, André Grandis. Cet après-midi, le meurtrier d'un jeune homme, frappé d'un coup de couteau, a avoué. Ça ne date pas d'hier. Le samedi soir, certaines bandes bien organisées vont jouer au dur dans les balles, cherchant la bagarre, provoquant d'autres jeunes qui sont venus là se détendre. Dimanche matin, vers 1h15, une querelle éclate, le cercle se forme, 2 jeunes s'affrontent, un poignard sort d'une poche, un jeune de 19 ans tombe mortellement atteint. On retrouve Cécile Alduy, politologue à l'université de Stanford. Vous vivez aux États-Unis. Est-ce qu'aux États-Unis,
il y a aussi ce déclinisme. On sait qu'il y a cette guerre culturelle entre les conservateurs et les woke, le wokisme par exemple, mais est-ce que c'est sur fond de déclinisme ? Alors ça se manifeste pas de la même manière et ça ne se dit pas de la même manière parce que effectivement les États-Unis restent la première puissance mondiale. Il y a une peur d'un possible effacement futur. Donc il y a souvent des couvertures, China, la Chine va nous supplanter, l'Asie, le Pacifique. Enfin, il y a Make America Great Again. Oui, donc Donald Trump a quand même eu ce slogan Make America Great Again avec cette idée qu'il y a qu'on l'est plus great. En fait, la mythologie américaine est tellement dans le mouvement, dans l'après, dans le plus ceci, plus cela. C'est-à-dire que le retour en arrière, ce serait quand ? Enfin, je veux dire, avec une histoire aussi courte, en fait, il n'y a pas de moment, même ce que nous on appelle les 30 glorieuses, il y a toujours eu zéro chômage aux États-Unis, pratiquement, hein, même quand nous on en avait 12%, ils en avaient 7%. Il y a une critique de la déliquescence de valeurs morales de la part de la droite conservatrice, mais il n'y a pas cette idée que les États-Unis comme pays sont en train de s'abîmer ou de s'effondrer. Et il n'y a jamais eu vraiment cette idée. Enquête de politique cette semaine sur le déclinisme. L'émission est réalisée par Christophe Imbert. Les archives sonores sont dénichées par celui qui a trouvé la solution au « c'était mieux avant ». Il en a fait son métier, plongé toute la journée dans le passé. Franck Olivard. À la technique aujourd'hui, Guillaume Ficheux. On retrouve maintenant Johan Chapoutot, historien à la Sorbonne et auteur aux éditions des Presses universitaires de France du Grand Récit avec un chapitre consacré au déclinisme. Johan Chapoutot. Fondamentalement, le déclinisme, c'est une lecture du temps tout à fait particulière, sous l'angle de la déploration et du regret. C'est un rapport au temps, alors qui a ses racines anthropologiques et psychologiques chez certains individus, qui voient le passage du temps comme étant un lieu de déperdition et de perdition. Déperdition physique, biologique et perdition morale. Le déclinisme, c'est au fond la pente descendante du temps, un rapport très pessimiste à l'avenir. Mais alors, le déclinisme, c'est aussi un acteur politique. Alors c'est une culture politique très présente d'ailleurs en France depuis la contre-révolution des années 1790. Je ne sais pas si c'est vraiment un acteur politique parce que ce que l'on constate, c'est que le déclinisme a souvent du mal à mobiliser pour l'action. Parce que lorsque vous inscrivez dans un registre déploratoire, un registre mélancolique, vous avez du mal à susciter l'action. Vous pouvez, au fond, par cet affect-là, parler à d'autres affects et rassembler une communauté, au fond, très émotive, mais il n'y a pas forcément de débouché politique en termes d'action. Oui, c'est plus une réaction qu'une action. Complètement, et on voit par exemple que des discours de type Zemmour ou Finkielkraut en France ont beaucoup plus de mal à mobiliser que des discours enthousiasmants comme ils l'ont été dans les années 30, comme le nazisme, dans la mesure où si eux-mêmes s'adossaient à une conception décadentiste du temps, ils proposaient une solution enthousiasmante pour les contemporains et ils ont été suivis. Ce qui n'est pas le cas des déclinistes purs. Alors Johan Chapoutot, je vous propose un petit exercice. On va écouter quelques déclinistes de différentes tendances. Alors c'est des tendances que j'ai un peu inventées. Je me suis aussi inspiré de votre livre. Et vous allez nous les commenter si vous le voulez bien. On va commencer par Alain Finkielkraut, puisque vous parlez de lui. C'est un extrait d'une émission de télévision pour les Suisses, la télévision suisse, en 2018. Alain Finkielkraut, l'auteur entre autres de La défaite de la pensée. Alors je l'ai classé comme une sorte d'anti-moderne déploratoire. La langue française, je ne sais pas si elle meurt, mais ses transformations actuelles sont très inquiétantes. Un vocabulaire qui se réduit, une syntaxe qui s'effondre, les anglicismes remplacent de plus en plus les mots français. C'est Flaubert qui disait « Moi, je n'écris pas pour le lecteur d'aujourd'hui, mais pour tous les lecteurs qui se présenteront, tant que la langue vivra ». Donc, il avait une confiance mitigée dans la postérité. Un autre problème, c'est le changement de population de l'Europe. Alors je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Je ne sais pas si ça va donner lieu à une guerre civile. Peut-être pas. Peut-être que ça se fera en douceur. Mais ce ne sera plus l'Europe. C'est pas parce que c'est la vie que ça va vers le mieux. Il y a des changements nuisibles. Des choses vont naître peut-être, mais valent-elles mieux que ce qui va mourir ?
Alors, Johan Chapoutot, là, il y a beaucoup de choses. Il cite Flaubert, d'ailleurs, à la Finkielkraut. Et justement, dans votre livre, vous citez Flaubert, le dictionnaire de Flaubert. Époque, donc, à l'entrée, époque, notre époque, tonnerre contre elle, se plaindre de ce qu'elle n'est pas poétique, et l'appeler l'époque de transition, l'époque de décadence. Oui, avec l'extrait de Finkielkraut, on a un festival au fond de tous les lieux communs du déclinisme esthète ou esthétique. C'est un littéraire avant d'être un philosophe, comme il le dit. Et il est sincère. Tout à fait, et je pense que ça s'inscrit dans une idiosyncrasie personnelle, une psychologie personnelle, au fond, très angoissée, très mélancolique, et qui ne peut percevoir le temps qui passe comme un lieu de l'arasement, de la déperdition et de la dissolution. Alors là, on va dire que vous pathologisez son avis. De fait, la pensée s'inscrit toujours dans un corps et dans un rapport au temps. On le sait depuis au moins Nietzsche et Freud. Et là, avec Finkielkraut, on a une tendance d'un déclinisme esthétique qu'on peut rattacher à Gobineau, au conte de Gobineau, qui a été peut-être le parangon de cette tendance-là. Lui-même était un poète, un littéraire. Alors, rappelez-nous Gobineau. Le comte Joseph Arthur de Gobineau. Théoricien du racisme. Alors, qui est aussi un théoricien du racisme, mais ce qui n'est pas très surprenant au XIXe siècle, c'est assez très courant, qui incarne une vision décadentiste de l'histoire, qui acte le fait qu'au fond, tout est fini, tout est perdu, tout est fichu. Et c'est un petit peu ce que dit Finkielkraut ici. Au fond, les processus sont immaîtrisables, dit-il. On se perd dans une indifférenciation, dans un marais culturel et biologique terminal. Ce qui est étonnant, c'est qu'il finit en disant ça ira peut-être, je ne sais pas, vers une guerre civile. Si on pense que ça peut aller vers une guerre civile, ça devrait déclencher quelque chose pour dire attention, faisons en sorte que ça n'aille pas vers une guerre civile, et ça devrait mener vers l'action. Alors, c'est une hypothèse qu'il formule, mais peut-être que par caractère ou par conviction ou par analyse, il ne la retient pas. Il y a toujours effectivement quelque chose d'apocalyptique derrière le déclinisme, puisque aussi bien vous vous acheminez vers la fin fait toujours référence, dans la tradition occidentale du moins, à quelque chose de l'ordre de l'apocalypse. Mais lui ne semble pas retenir vraiment cette hypothèse-là, contrairement à Zemmour, par exemple. Alors on va y venir, mais on va continuer à décliner nos personnages déclinistes, parce que là, on est dans le type même de l'antimoderne. Il a peur du progrès, il l'avoue, et il y a une forme de déclinisme qui n'est pas du tout antimoderne, qui dénonce l'incapacité de la France à s'adapter au moderne. C'est Nicolas Bavrez, ici en 2003, sur France Culture. Je rappelle que Nicolas Bavrez a écrit plusieurs livres, dont deux, l'un qui s'appelle Les 30 piteuses, et l'autre La France qui tombe, donc des titres très explicites. Quand on regarde le profil très heurté de la France depuis le 19e siècle, on s'aperçoit qu'il y a une difficulté particulière à s'adapter aux grands changements historiques, aux grandes transformations du monde. Ça a été vrai à la fin du 19e siècle avec la deuxième révolution industrielle, à côté de laquelle la France est passée alors qu'elle avait tous les atouts pour bien y figurer, et c'est là qu'elle s'est fait dépasser notamment par l'Allemagne. C'est vrai dans les années 30, où la France mesure mal la montée des totalitarismes, où elle est le seul des grands pays développés à avoir en 39 une production plus dégradée qu'en 29. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes confrontés à un phénomène comparable. Voilà, c'était Nicolas Bavrez. Alors là, Johan Chapoutot, on n'est pas du tout dans le c'était mieux avant. Là, on est face à une déploration de l'état actuel d'un pays, la France en l'occurrence, qui est adossé à un culte de la modernité, un culte du progrès, et qui consiste à, au fond, voir la discrépance croissante qu'il peut y avoir entre un état du monde qui progresse, qui va vers le meilleur, vers le plus, l'accumulation de progrès techniques, de biens, etc., et un pays qui resterait irrémédiablement arriéré. C'est une sorte de déclinisme darwiniste ? Oui, alors il y a du darwinisme social derrière, puisque évidemment l'idée c'est que le monde ne s'arrête pas et la France ne peut pas être exemptée de cela. Dès lors, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et là, on pense évidemment à l'excellent livre de Barbara Stiegler, qui a bien montré cette injonction de l'adaptation, complètement aveugle et totalement ininterrogée, et greffée sur un culte d'un progrès qui resterait parfaitement ininterrogé et qui serait bon par définition et par essence. En ce sens, on voit que Bavrez est un élève de Raymond Aron, et au fond, il nous récite ici une accumulation d'items un peu scrogneux, de niveau manuel de terminale, si vous voulez, qui n'est pas forcément très intéressant. Il est question de déclinisme aujourd'hui dans Enquête de politique. On retrouve l'historien Johan Chapoutot.
Bon alors, puisque nous avons parlé de darwinisme, je signale à nos auditeurs que vous pouvez nous écrire sur le site de France Inter et sur la page de l'émission pour nous proposer des ismes. Et justement, j'annonce ici qu'on va faire une émission sur le darwinisme puisque c'est une suggestion d'un de nos auditeurs. On va continuer notre revue de déclinistes et justement, on va rester, il ne serait pas content, Nicolas Bavrez, je m'en excuse auprès de lui, mais on va passer du Philippe Pétain, qui est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui n'est pas dans le c'était mieux avant, qui est dans cette demande d'adaptation. Il déplore le fait que la France ne se soit pas adaptée à la modernité d'alors. La modernité d'alors, dans les années 30 et 40, c'était le fascisme. Le régime électoral représentatif, majoritaire, parlementaire, qui vient d'être détruit par la défaite, était condamné depuis longtemps par l'évolution générale et accélérée des esprits et des faits dans la plupart des pays d'Europe et par l'impossibilité démontrée de se réformer. En France, il donnait tous les signes de l'incohérence. L'inconscience en matière de politique étrangère ajoutait à ces signes un présage de catastrophe. Alors, Yoann Chapoutot, là, on est loin du « je hais ces mensonges qui nous ont fait tant de mal, c'était mieux avant ». Non, c'est pas ça. Alors, on a quelque chose de très classique quand même, puisque c'est une critique en règle du régime parlementaire, très banale dans le contexte des droites des années 30, qui s'oppose au régime parlementaire sur le fondement de son inefficience supposée. Oui, mais le régime parlementaire, c'était le passé. C'est un passé qui voudrait voir révolu. Et la modernité technique, techno-solutionniste, pour employer un terme contemporain, c'est effectivement les régimes autoritaires et plus précisément les fascismes. Et c'est ce que défendent les antidémocrates de droite dans les années 30 et c'est ce que Philippe Pétain reprend avec son gouvernement et avec sa technostructure à partir du 10 juillet 1940. Il faut être efficace, il faut être efficient, il faut avoir du rendement, il faut être productif, il faut être rapide pour épouser effectivement la temporalité, la chronicité du monde et ne plus se complaire à des discussions, des débats, des votes qui seraient stériles. Alors, est-ce qu'on peut classer Philippe Pétain parmi les déclinistes ? Parce que là, vous nous décrivez un homme épris d'une modernité qui nous paraît ancienne, nous, mais qui était la modernité de l'époque. C'est quand même un décliniste parce que le fond de sa pensée, c'est que l'ordre moderne post-révolutionnaire n'était pas le bon et qu'il faudrait mieux revenir à un ordre ancien. On le voit d'ailleurs avec la résurgence du corporatisme, des corporations, la fin de la loi Le Chapelier. C'est un décliniste pur et dur. Et la solution à son déclinisme, à son diagnostic de déclin irrémédiable, c'est la réaction. Donc il est réactionnaire. Donc il faut revenir à quelque chose de plus archaïque, qui est une forme de monarchie et de concentration du pouvoir exécutif dans les mains d'une seule personne. C'est d'ailleurs en grande partie un nostalgique de l'ancien régime, puisqu'il en adopte même les tournures, les formules compassées. Nous, Philippe Pétain, maréchal de France, etc., en tête de chaque décret ou de chaque loi. Et puis par ailleurs, c'est pas très imaginatif dans la mesure où c'est un militaire. C'est un militaire qui considère avec beaucoup de mépris les politicards qui discutaillent, au profit évidemment du caractère viril et décisif de la décision exécutive. Je souffre avec mes tripes, avec mon cœur, de voir la France mourir, submergée de l'extérieur, effondrée de l'intérieur. Philippe de Villiers sur France 3 en 2015. En 1992, j'ai compris qu'en réalité, il y avait toute une partie des élites mondialisées qui avaient décidé de brader la France. Et je me suis souvenu de conversations avec Valéry Giscard d'Estaing, avec Jacques Chirac, plus tard avec Nicolas Sarkozy, qui m'ont dit « la France a fait son temps ». Et c'est ça que je n'ai pas pu accepter. Et c'est pour ça que je me suis battu. Et avec le grand tort d'avoir raison trop tôt. Et je me suis battu pour qu'on n'abatte pas les murs porteurs. Voilà, les murs porteurs, Philippe de Villiers. Qu'est-ce que ça vous inspire, Yoann Chapoutot ? Plusieurs choses déjà dans l'énoncé des mesures ou des murs porteurs, justement. C'est une culture politique nationale catholique assez classique. Alors, en partie conservatrice et en grande partie réactionnaire. Et ça s'inscrit dans une déploration très commune en France depuis les années 1790, depuis les débuts de la contre-révolution, contre 1789. Il s'est agi de restaurer le roi, restaurer les autels, restaurer Dieu, restaurer la tradition. Et Philippe de Villiers, par sa socialisation personnelle, familiale, religieuse et politique, est un représentant, au fond, archétypal de cette réaction nationale catholique. Il commence en disant « je souffre ». Avec d'ailleurs une forme, de mise en scène christique, puisque c'est le corps qui souffre, et par ailleurs une participation immédiate, charnelle, de son propre corps au corps de la France qui souffre, et donc il participe de cette souffrance. Alors il y a une autre façon de trouver que c'était mieux avant, et c'est la nostalgie.
Et la nostalgie, c'est beaucoup moins politique, mais c'est peut-être beaucoup moins manipulatoire que tout ce qu'on vient d'entendre. C'est peut-être plus respectable. Et on va écouter un nostalgique, Patrick Sébastien, l'humoriste, l'imitateur Patrick Sébastien. Alors vous levez les yeux au ciel parce que vous êtes un intellectuel, Johan Chapoutot, mais ce qu'il dit, on l'entend beaucoup quand même, Patrick Sébastien. J'ai rien contre la modernité, mais je pense que il faudrait qu'on prenne des valeurs d'avant pour mieux avancer maintenant. C'est tout sauf regarder en arrière. C'est une certaine forme de solidarité, de droiture, de respect. C'est un mélange très anachronique de liberté et d'autorité. Tu as connu les années 80 comme moi, on avait ce mélange de liberté, parce qu'on avait plus de liberté, il n'y avait pas les réseaux sociaux omniprésents, il n'y avait pas tout ça, et il y avait une autorité, on respectait certaines choses. J'ai eu la chance de connaître ces années 80, et quand j'en parle au monde d'aujourd'hui, ils m'ouvrent des yeux comme ça. Il y avait une sécurité déjà. Moi, quand j'allais chez Michou, je garais ma bagnole sur les trottoirs de Barbès, je savais que je la retrouverais. Aujourd'hui, je suis pas sûr. Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il regrette, à votre avis, Johan Chapoutot? Il regrette les années 80 ou il regrette sa jeunesse? Il regrette sa jeunesse, très clairement. Et c'est là qu'on voit comment on passe de l'individuel au politique, au fond, et de l'émotionnel au doctrinal. Parce que la nostalgie, c'est quelque chose de tout à fait louable et de tout à fait respectable, et on les touche à titre individuel. Et créatrice, d'ailleurs, artistiquement. Oui, absolument. Ça nourrit une mélancolie très féconde intellectuellement et artistiquement, ça c'est certain. Et puis même, ça exprime une tendresse de la part de l'individu qui va contre la brutalité du temps. Bon. Mais là, on voit bien que dans la panthéonisation ou l'héroïsation ou la peinture délicate, sépia d'une époque, d'une période, on ramène forcément des caractéristiques de cette période, donc des valeurs, et on formule au fond, en creux, même si c'est pas explicite, un projet politique. Et on le voit très clairement ces derniers temps, ces dernières années, avec, alors c'est dû au passage des générations, mais ce retour nostalgique sur les 30 glorieuses, sur les années 60, etc., très largement mythologisé. Hein, parce que quand on parle de 30 glorieuses, nos amis historiens ont bien montré qu'il s'agissait de périodes de forte inégalité sociale, de pollution terrible et de destruction de la planète épouvantable. Donc il faut être un petit peu lucide sur ces choses-là, y compris vis-à-vis de soi-même et de son propre rapport au passé. Nous sommes toujours avec l'historien Johan Chapoutot. Alors le chantre actuel du déclinisme, celui qui tente de réunir tous les déclinistes sous sa bannière, celui qui décrit un monde au bord de la guerre civile, qui noircit tout pour tenter d'apparaître lui-même comme la petite lumière au milieu de cette nuit, c'est bien sûr Éric Zemmour, moi ou le déclin, moi ou la chute, moi ou la fin de la France, en toute simplicité. Alors vous dites, Johan Chapoutot, que le déclinisme est le revers de la médaille du messianisme. Là, on a le déclinisme au service du messianisme. On le voit très clairement dans l'histoire politique américaine et française, deux nations qui, depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis leur révolution précisément, et le message qu'elles ont voulu porter au monde, s'estiment lestées d'une mission particulière d'émancipation des peuples et de changement de l'histoire. Quand l'histoire n'est plus tout à fait au rendez-vous, et c'est le cas aux États-Unis depuis la guerre du Vietnam, au fond, il y a un retournement effectivement d'un affect très puissant qui est l'affect messianique et très enthousiaste, de porter un message, retournement en un déclinisme assez, soit dépressif, soit apocalyptique. Et on l'a vu notamment avec le succès de l'extrême droite aux États-Unis et l'élection de Trump en 2016. On le voit également en France, où effectivement cette mission universelle est très présente, et de fait, il est possible qu'on ne se remette pas de Louis XIV et de Napoléon en France, au fond. On ne se remette pas d'être devenu ce que Valéry Giscard d'Estaing disait dans les années 70, c'est-à-dire une puissance moyenne, ce qui nourrit un ressentiment vis-à-vis de soi-même, un ressentiment vis-à-vis de son propre projet national, et donc une autre forme d'exaltation dans le ressentiment décliniste. Mais là, c'est moi ou le chaos. C'est une stratégie politique aussi, parce que il cite le général de Gaulle qui, par deux fois, c'était vraiment lui ou le chaos. Il l'a utilisé politiquement après, mais on peut vraiment dire qu'en juin 40 et même en 58, ça pouvait être lui et le chaos. Est-ce que on n'est pas dans l'exercice que les Américains appellent the big picture, c'est-à-dire vous décrivez une situation globale catastrophique, et en tout cas une situation globale
tel que vous en seriez, c'est le cas d'Éric Zemmour, la solution? Le problème, c'est que quand vous voyez le discours de ce monsieur, vous voyez bien qu'aux 3/4, voire plus, il s'agit d'un discours parfaitement déploratoire, avec toujours cette présence du suffixe « dé », qui exprime la chute en latin, déclin, dégénérescence, déplacement, déclassement, etc. Et les solutions sont assez peu présentes. C'est d'ailleurs été le problème de sa campagne présidentielle, parce qu'il n'y avait aucune solution à rien. Sinon, dire qu'il fallait renvoyer tous les étrangers, mais en termes social, industriels, en termes scientifiques, il n'y avait aucun programme au fond. Et résultat, ça donne 7% à la présidentielle et ça donne un échec aux législatives. Alors que pour le général de Gaulle, qu'il cite assez indûment, il y avait certes une vision un peu mélancolique de l'histoire, mais... Tragique. Il y a le sens du tragique. Exactement. Et alors, c'est peut-être ça la différence, au fond, entre le mélancolique et le tragique, parce que le tragique est finalement un appel à l'action, un appel au fait d'affronter les périls et d'affronter l'histoire. Et ça a donné une modernisation de la France qu'on n'a pas vue depuis des siècles. Donc ça, c'est vraiment la différence. Mais le général de Gaulle, par ailleurs, a émergé dans l'histoire à la faveur d'un événement pour le coup tragique, qui a été l'effondrement du pays en 6 semaines, entre le 10 mai et le 22 juin 1940, au moment de l'attaque allemande. Et il faudrait insister là-dessus pour voir à quel point c'est quelque chose qui pèse sur notre psyché collective, au fond, dans le débat public, dans l'espace public, chez les journalistes, chez les politiques. Au fond, en Allemagne, il y a un traumatisme fondateur qui est l'hyperinflation de 1923, avec une dissolution des valeurs financières, morales et de la société. En France, c'est juin 40. Juin 40, c'est la première armée au monde, c'était sa réputation. Le deuxième empire colonial du monde, une puissance dominante sur le continent européen, qui venait de fêter en grande pompe les 150 ans de la Révolution française par le plus grand défilé militaire de l'histoire tous azimuts, le 14 juillet 1939, 20 ans après l'autre grand défilé de la victoire en 1919. Eh bien, c'est ce pays-là qui se dissout, au fond, dans ses structures, en 6 semaines, avec un exode de dimension biblique, c'est pas pour rien qu'on parle d'exode, qui a traumatisé les populations, des populations qui ont vu d'ailleurs une armée s'effondrer et par ailleurs des structures civiles également prendre leurs jambes à leur cou avec ces images vraiment apocalyptiques, de camions de pompiers qui prennent la route sirène hurlante pour fuir devant l'avancée allemande. Précision tout de même, cette faillite-là de juin 40, ça a été une faillite des élites. C'est-à-dire les mêmes qui ensuite ont voulu tirer les profits de cet effondrement avec le régime de Vichy en disant que c'était la faute des autres. Les soldats français, la troupe française s'est admirablement battue puisque en 6 semaines, ce sont 100 000 hommes qui sont morts face aux Allemands. Les Allemands, d'ailleurs, ont perdu quasiment 50 000 hommes. Donc, ce n'a pas été une promenade de santé pour les Allemands. La troupe s'est bien battue, mais par contre, il suffit de relire Marc Bloch dans L'étrange défaite. C'est l'état-major français qui était obsédé par l'anticommunisme et pas du tout par le nazisme qui a totalement failli. Donc, pour vous, le déclinisme qu'on voit naître dans une partie de notre littérature, une partie de notre classe politique, vient de cette angoisse de l'effondrement de juin 40. On a tous un peu en nous. Il y a un syndrome de l'effondrement de juin 40 en France, ça c'est très certain, comme il y a un syndrome de l'hyperinflation de 23 en Allemagne, et ça pèse en Allemagne sur la politique budgétaire, monétaire, sur l'obsession de la monnaie, etc. Et ça pèse chez nous dans cette espèce de ressassement un peu morbide, cette délectation morose du déclinisme. Et c'est intéressant cette mise en perspective, cette mise en abîme, puisque ce sont précisément des élites elles-mêmes déclinistes, elles-mêmes antidémocrates, qui ont produit une catastrophe, celle de juin 40, dont ils ont tiré profit avec le régime de Vichy et dont nous subissons encore les conséquences déclinistes. Eh bien, merci Yoann Chapoutot. Le grand récit aux éditions des Presses universitaires de France. Merci. Le jazz, c'était mieux avant. Les voitures, c'était mieux avant. Les jeunes, c'était mieux avant. Noël, c'était mieux avant. Nos corps, c'était mieux avant. Mon cul, c'était mieux avant. L'air, c'était mieux avant. Et l'océan, la pub, les pépitos. Alors vous retrouverez les références des livres de Yoann Chapoutot et de Cécile Alduy sur la page de l'émission, sur le site de France Inter. Et bien sûr, vous pouvez réécouter tous les épisodes d'Enquête de politique en podcast via l'appli Radio France. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler du nationalisme. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.